Chers amis franco-allemands, dans cette vidéo, nous vous présenterons 5 étapes importantes de l'histoire franco-allemande. On commence avec le Moyen Âge. La famille des Merowinger portait la couronne du royaume de Franc. Le père de Charlemagne, Pépin, était au contrôle du commandement militaire et de l'autorité financière du royaume de Franc. Alors, il n'avait pas beaucoup à faire pour organiser une prise de pouvoir du royaume. En 751, le temps était venu et Pépin devient le porteur de la couronne du royaume franc. La naissance de Charlemagne est estimée à peu près au 2 avril 748. Il n'y a pas d'informations sur l'enfance ou l'adolescence de Charlemagne transmises jusqu'aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il vient de la famille des Karolinger. Mais après la mort de Pépin, Charlemagne et son frère Karlmagne règnent sur le royaume de Franc, jusqu'à la mort de son frère en 771. Le royaume s'étendait de la Thuringe jusqu'à la côte atlantique française d'aujourd'hui. Pour renforcer les frontières du temps-là, Charlemagne commencera plusieurs combats de frontières pour convertir les gens au christianisme. Le combat le plus difficile était contre les Saxes, mais en 804, il a réussi de les combattre. Le pape Léo III devait confronter une grande opposition à ce temps-là. Pour ça, il a demandé de l'aide à Charlemagne. En retour, Charlemagne a demandé la couronne du roi. Dans l'année 800, le pape Léo III a invité Charlemagne à Rome. Ce rendez-vous est d'une immense importance pour l'histoire européenne et pendant la visite à Rome, Charlemagne est couronné roi. Pendant ce temps, son royaume s'étendait de la mer du Nord, au milieu de l'Italie, et des Pyrénées jusqu'à l'Hongrie d'aujourd'hui. La couronnation de Charlemagne a créé 2 royaumes de Rome. Après la destruction du premier impérium de Rome, le royaume de Charlemagne était le plus grand au centre du continent d'Europe. La division du royaume. Charlemagne régnait 46 ans, jusqu'à sa mort le 28 janvier 814, après un coup de froid. Le royaume, comme Charlemagne le connaissait, est resté en place pour 20 ans après sa mort. Mais après la mort de son fils Louis le Fromme, le royaume est également partagé à ses 3 fils. Charles le Chauve reçoit la partie de l'Est, Louis l'Allemand a reçu la partie de l'Ouest et Lothar a reçu la partie au milieu. Un royaume aussi grand que celui de Charlemagne n'a plus jamais existé en Europe. Le prochain grand personnage français après Charlemagne est Louis XIV. Avec ses 72 ans de règne, il a été le monarque le plus longtemps en pouvoir jusqu'à sa mort en 1715. Par la politique des réunions, Louis XIV, le prince français, entend l'annexion des territoires de l'ancien Saint-Empire romain germanique. Ces guerres ont eu lieu de 1667 à 1697. Avec cette politique, Louis XIV se détache de la maison de Habsbourg et place la France comme une autre grande puissance européenne. Le traité de paix de Münster est signé à la fin de la guerre de 30 ans. La situation ne reste pas pacifique longtemps car Louis XIV veut avoir toute la rive gauche du Rhin comme frontière, mais n'obtient que des parties de l'Alsace et pas parmi elles Strasbourg. C'est pourquoi il attaque Strasbourg en 1681. Il occupe la ville et la catholicise Annecy. En 1688, l'armée de Louis XIV attaque le Palatinat, estimant qu'il a des droits sur le territoire par l'intermédiaire de sa belle-sœur, l'Iselotte du Palatinat rhénan. Il s'ensuit la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Au retour, le roi de France doit traverser le territoire de la Ligue d'Augsbourg, une alliance entre la plupart des pays européens, et le dévaste en se retirant du Palatinat rhénan. L'alliance d'Augsbourg déclare alors la guerre à la France. La France est affaiblie par la guerre et tente donc de résoudre le conflit par la diplomatie. Il réussit à le faire avec le traité de Ryswick. Louis XIV obtient l'Alsace et Strasbourg, mais doit en échange restituer le Palatinat et la Lorraine. Le régime de Napoléon, qui va être empereur en 1804, a déclenché une première guerre de la coalition. On appelle cette guerre comme ça parce que la France s'est battue contre une coalition, une alliance de plusieurs pays. La commence était la déclaration de Pillnitz en 1791. Avec ça, l'Autriche et la Prussie ont s'allié avec la France.
Après la commence de la guerre, les ennemis sont marchés vers Paris et ils ont menacé de détruire la ville si le roi se blesse. Mais grâce à ces revendications, ils ont obtenu le contraire. Les Parisiens, en colère, ont attaqué le palais et ils ont emprisonné le roi. Le marché à Paris était la canonnade de Valmy le 20 septembre 1793. Les Français pouvaient tenir le coup aux troupes de coalition qui ont dû se retirer. Le jour suivant, le 21 septembre, la République a été exclamée. C'est qui a aboli la monarchie en France. Après cette première guerre de la coalition, suivit encore d'autres qu'on peut appeler généralement les guerres de révolution, qui ont se passé 20 ans après la Révolution française dans toute l'Europe. C'était une réponse à l'exécution du roi Louis XVI, qui a donné des soucis à plusieurs monarques en Europe. À ce temps-là, beaucoup de pays joignirent la coalition contre la France pour se battre contre la domination étrangère et de l'abolition de la monarchie. En 1794, on a signé la paix de Bâle qui a mis un fin à la guerre pour ce moment et on peut constater comme conséquence que la France était respectée comme puissance égale. En 1797, le marché de Napoléon vers l'Italie échoué a finalement forcé l'Autriche à la paix. En 1799, suivit le prix de pouvoir de Napoléon Bonaparte comme premier consul qui a fini la Révolution française. Maintenant, Napoléon était le seul gouverneur. En plus, on a introduit une nouvelle constitution, le Code civil. Ça a été la première livre des lois pour chaque citoyen français. Dans ce Code civil, il est conquis que chacun a de la liberté, la protection du propriété et l'égalité de tous les citoyens, mais seulement pour les hommes. Ça a été le prédécesseur de tous les livres de loi suivantes. Puis Napoléon s'est couronné lui-même comme empereur. Ces guerres de coalition portaient la révolution vers l'extérieur et étaient donc d'une très grande importance. En 1812, Napoléon a commencé la campagne en Russie qui a fini dans une catastrophe totale pour la France, dans laquelle beaucoup de hommes sont morts. Napoléon a tout simplement surestimé son armée et le froid est devenu leur coup de grâce. En 1813, l'armée française était battue dans la bataille des nations de Leipzig. Ceci est considéré comme la bataille décisive des guerres de libération. Les derniers alliés allemands de Napoléon ont changé de camp pendant la bataille. Cette lutte contre la domination étrangère créa pour la première fois un sentiment national allemand. L'Allemagne avait un ennemi commun contre lequel elle se battait comme une unité. Pour cette raison, cette période a été très importante pour l'émergence du sentiment national allemand. À la suite de la bataille, la Confédération du Rhin s'est finalement dissoute et l'occupation de certaines parties de l'Allemagne par les Français a pris fin. La Confédération du Rhin était une coalition de plusieurs États allemands alliés à la France. En 1814, les troupes de la coalition poussent toujours plus loin en France et marchent finalement sur Paris. Ils ont forcé Napoléon à abdiquer qui s'est alors exilé sur l'île d'Elbe. En 1815, Napoléon est finalement vaincu à la bataille de Waterloo, après quoi il est banni sur l'île de Sainte-Hélène. Puis, la période de restauration et de Vormärz a commencé. Cette période entraîne un changement politique. Avant 1871, l'Allemagne actuelle était divisée par de nombreuses frontières. L'État le plus influent était la Prusse. L'homme d'État Otto von Bismarck voulait utiliser son pouvoir pour créer une nation allemande unie, sous la direction de l'empereur Guillaume Ier. Pour lui, il n'y avait qu'une seule solution pour atteindre cet objectif. Selon Bismarck, une guerre contre le voisin français rassemblerait les États allemands. Pour provoquer une guerre contre la France, Bismarck a imaginé les intrigues suivantes. Il était pour la candidature de Léopold de Hohenzollern à la couronne d'Espagne. La France se sentait menacée par la candidature d'un Hohenzollern. Bismarck le savait et pour forcer l'empereur français Napoléon III à entrer en guerre contre la Prusse, il changeait la dépêche Temps et transmettait le contenu à la presse. La dépêche, un autre mot pour lettre, traitait de l'entretien entre l'ambassadeur français et Guillaume Ier à Bad Ems. Après la publication de la lettre, la France déclarait la guerre à la Prusse. Les troupes allemandes ont vaincu les Français lors d'un siège du village français Sedan. L'empereur français Napoléon III fut fait prisonnier de guerre par l'armée prussienne et la monarchie a été renversée en France. La capitale française, Paris, a été occupée par les troupes allemandes. Pour les Français, la défaite était très douloureuse et les soldats allemands étaient détestés par les Français.
Ainsi, l'auteur français Maupassant décrivait les Prussiens comme des bêtes incultes et non civilisées. Les Allemands réclamaient les territoires de Lorraine et d'Alsace, et une autre humiliation pour les Français était la proclamation de l'empereur allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. L'empereur prussien Guillaume Ier était couronné empereur d'un nouvel empire allemand dans le palais du roi Soleil. Des Alpes à la mer du Nord, une Allemagne unifiée est fondée. Quelles sont les relations entre la France et l'Allemagne au début du XXe siècle? Les Allemands et les Français étaient considérés comme des ennemis héréditaires, car ils s'étaient déjà affrontés dans plusieurs guerres. Les Français voyaient les Allemands comme des barbares non civilisés et sans culture. Pour les Allemands, les Français étaient faibles, lâches et l'armée désordonnée. Les poètes allemands expriment leur haine envers les Français dans les chansons, comme le chansonnier allemand Ernst Arndt. Das ist des deutschen Vaterland, wo Zorn vertilgt den welschen Tand, wo jeder Franzmann heißt Feind, wo jeder Deutsche heißt Freund. L'empereur allemand Guillaume II déclare la guerre à la France en août 1914. Mais comment est née une guerre mondiale? En Europe, il y avait des alliances entre les pays, ce qui a provoqué une réaction en chaîne. La carte d'Europe de 1914 montre les nombreux camps qui s'affrontent brutalement pendant la Première Guerre mondiale. Un officier allemand donne un coup de pied brutal dans le dos d'un soldat français et pointe en même temps son pistolet sur le Français. C'est l'assassinat de l'archiduc autrichien François Ferdinand qui a mis le feu aux poudres en Europe et a déclenché l'automatisme fatal des alliances. Une bataille est restée dans la mémoire des Français et des Allemands jusqu'à aujourd'hui. D'immenses cimetières militaires rappellent la bataille de Verdun, qui a fait plus de 1000 morts par jour en 1916. Cette bataille cruelle dure 300 jours et porte le nom de bataille matérielle, car jamais auparavant autant d'obus et de munitions n'avaient été tirés. La bataille de Verdun est devenue le symbole de la Première Guerre mondiale, car Verdun était une bataille inutile et brutale. 70 ans plus tard, une commémoration franco-allemande a eu lieu à Verdun. En 1984, le chancelier allemand Kohl et le président français Mitterrand commémoreront les nombreux morts des deux côtés. Mitterrand prit spontanément la main de Kohl et il en résulta une nouvelle photo pour les livres d'histoire, mais plus encore une étape importante pour l'amitié franco-allemande. En 1921, la France décida de consolider la frontière franco-allemande en occupant la région de la Ruhr avec des soldats jusqu'au Rhin. Comme l'Allemagne refusait de payer les 269 milliards de marks fixés par le traité de Versailles que la France prévoyait, entre autres pour les régions détruites par l'Allemagne, la France a lancé un ultimatum à l'Allemagne. Si elle n'acceptait pas de payer, toute la région de la Ruhr serait occupée. Le problème pour l'Allemagne est que presque toutes les ressources nécessaires aux armes provenaient de la Ruhr. En 1923, l'Allemagne ne paye pas et la France met sa menace à exécution. En Allemagne, les soldats français n'étaient pas bien vus, car ils occupaient parfois arbitrairement les chapeaux des passants ou avaient d'autres altercations violentes avec des citoyens allemands, simplement parce que ces derniers suivaient des soldats au hasard. En Allemagne, les soldats français étaient représentés comme dans la caricature que vous pouvez voir, comme des hommes surnaturels qui piétinent tout ce qu'ils veulent et se servent et attrapent tout ce qui les amuse. En raison de ce comportement, des groupes séparatistes se sont formés en Allemagne, soutenus par le gouvernement français et s'opposant au gouvernement allemand, car ils exigeaient une plus grande démarcation avec la France. En 1924, les soldats français sont finalement retirés. Les ministres des Affaires étrangères français et allemands, Gustav Stresemann et Aristide Briand, tentent dès lors de mener une politique commune afin de renforcer les relations franco-allemandes. Avant que la Seconde Guerre mondiale ne soit déclarée, l'Allemagne a étendu ses territoires à la République tchèque et à l'Autriche sans conséquence pour les Alliés.
Mais lors de l'attaque suivante contre la Pologne, la France et la Grande-Bretagne ont déclaré la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne appliqua la tactique de la Blitzkrieg à la France et occupa une grande partie du territoire français. Seuls les tiers sud restaient formellement indépendants, mais le gouvernement de Pétain collaborait très étroitement avec les autorités allemandes. Ces dernières menèrent également une politique anti-juive virulente. Finalement, l'union des Alliés a suivi et la France a été libérée, les Français passant de la Grande-Bretagne à la Normandie pour le jour J. À l'est, les Russes sont arrivés en Allemagne jusqu'à ce que Berlin soit occupé et l'Allemagne finisse par se rendre. Le développement de l'amitié franco-allemande après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 22 janvier 1963, le président Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer se sont réunis et ont signé le traité de l'Élysée. Celui-ci doit assurer une relation stable entre l'Allemagne et la France et doit permettre un échangement politique et régulier entre les deux États. En signant le traité de l'Élysée, l'Allemagne et la France se sont engagées dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le domaine politique et social, et les deux États doivent toujours rester en constant contact. Jusqu'à aujourd'hui, plusieurs des projets ont été créés grâce à la coopération de l'Allemagne et de la France. Par exemple, Arte, une chaîne de télévision franco-allemande. Le programme de cette chaîne est aujourd'hui encore réalisé par la coopération de plusieurs chaînes allemandes et françaises. Et la BIBAC, un diplôme franco-allemand qui permet aux élèves des écoles allemandes et françaises de s'inscrire sans difficulté dans des universités ou des collèges des deux pays depuis 20 ans.